Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des bactériophages. Les bactériophages, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des virus, mais des virus qui s'attaquent spécifiquement aux bactéries. Donc, par exemple, moi en tant qu'être humain, certains virus peuvent s'attaquer à moi. Le virus qui cause la grippe, le virus qui cause le sida, le virus qui cause la COVID-19, la polio, etc. Donc, ce sont des virus qui peuvent attaquer les cellules humaines, donc vont les reconnaître s'y attaquer. Mais quand on parle d'un bactériophage, ce sont des virus qui, eux, s'attaquent spécifiquement aux bactéries. Donc, par exemple, un bactériophage ne pourrait pas infecter mes cellules, mais pourrait entrer dans certaines cellules bactériennes et éventuellement les détruire. Un peu comme nos virus humains ou nos virus chez les mammifères, les virus qui s'attaquent aux bactéries vont avoir ce qu'on appelle un spectre d'hôtes. Donc, certains bactériophages vont attaquer certaines bactéries en particulier. C'est le cas, par exemple, des phages lambda et T4, qui sont des bactériophages qui vont attaquer la bactérie Escherichia coli. Ces bactériophages-là, on les retrouve partout. Vous en avez sur la peau, vous en avez des millions, sinon des milliards dans votre tube digestif. Il y en a dans l'eau, que ce soit l'eau douce ou l'eau salée. Il y en a dans le sol. Bref, partout où l'on peut retrouver des bactéries, on peut retrouver des bactériophages. Dans le fond, c'est comme le prédateur officiel des bactéries. Et les bactériophages comme tels, c'est l'unité biologique la plus présente sur Terre. Donc, en nombre absolu, il y a 10 fois plus de bactériophages sur Terre qu'il n'y a de bactéries. Et des bactéries, il y en a des centaines de fois, centaines de millions de fois de plus que d'êtres humains. D'accord? Donc, les bactériophages, il y en a beaucoup. Un bactériophage, à quoi ça ressemble? Eh bien, on le voit depuis tout à l'heure au milieu de l'image à droite. Donc, vous voyez cette espèce de petit module lunaire-là. C'est une forme assez particulière. Je vais l'expliquer plus en détail avec l'image suivante. Mais ce que vous voyez en rouge, les espèces de cylindres rouges, ce sont les bactéries. Donc, le bactériophage va venir s'y accrocher, va l'infecter et va favoriser sa propre multiplication dans la bactérie. Donc, je vais l'expliquer plus en détail dans quelques instants. Ici, juste pour vous montrer là, que ce n'est pas juste un dessin fait à l'ordinateur, c'est vraiment la structure des bactériophages. Ce que vous voyez ici, c'est une photo microscopique qui a été prise avec un microscope électronique. Donc, on voit littéralement là, peut-être 7-8 bactériophages qui s'attachent à une bactérie, vont l'infecter et ultimement, cette bactérie-là sera détruite par ces mêmes bactériophages-là. Mais pour la structure comme telle, le bactériophage est quand même relativement simple. Il est formé de structures de protéines, donc une capside protéique. Donc, on a la tête, le collier, la gaine, la plaque basale, les épines en bas et les fibres caudales, ce que j'appelle souvent les pattes, avec lesquelles le bactériophage va venir s'attacher sur la bactérie. Donc, toute la structure que je viens de nommer, c'est vraiment une structure protéique, mais ce qui est important pour le bactériophage, c'est son génome, son bagage génétique qui, lui, va être inséré dans la bactérie. Parce que tout ce que l'on voit, toute la structure que vous voyez sur l'image, de tout ça, il n'y a que le génome qui va être injecté dans la bactérie. Donc, toute la structure protéique demeure à l'extérieur, va être détruite, va être perdue. Mais une fois le génome dans la bactérie, dans le fond, la bactérie va prendre ce génome-là, cette information génétique-là, et va l'utiliser pour fabriquer des centaines de bactériophages. Donc, la bactérie devient sous le contrôle du bactériophage et elle va en favoriser la multiplication. Comment on peut soit les détecter ou les dénombrer? Donc, ce qu'on peut faire sur des plats de pétri comme cela, donc il va y avoir des géloses. Donc, la gélose est un milieu nutritif pour les bactéries, à prime abord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les bactéries et on va les étaler sur toute la surface de la gélose, comme on le voit dans l'image B. Donc, les bactéries, là, littéralement, on en met partout, 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 partout. Okay? Et ce qu'on va faire par la suite, c'est ajouter notre solution dans laquelle on espère trouver des bactériophages, ou on veut les quantifier, par exemple. Donc, ce qui va arriver,
c'est que s'il y a des bactériophages et s'il y a le bon bactériophage contre la bactérie que l'on a placée sur la gélose, eh bien, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle des plages de lyse. Donc, des régions où les bactéries auront été détruites par le bactériophage. Ce qui nous reste à faire par la suite, c'est compter ces plages de lyse-là, de multiplier par l'inverse de la dilution de notre solution initiale et on va obtenir le nombre de bactériophages, par exemple, par millilitre de solution. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les bactériophages, on peut en retrouver partout. Une expérience classique que l'on fait souvent, c'est récupérer des eaux usées. On filtre le tout, donc pour éliminer les débris plus gros, éliminer les bactéries, et tout ce qui se retrouve dans la solution qui a été filtrée. Donc, les bactériophages, souvent, sont trop petits pour être captés par le filtre. Donc, on récupère le liquide filtré, on en fait des dilutions, on le place en présence des bactéries et on peut le tester, dans le fond, sur plusieurs bactéries différentes pour voir si on a des bactériophages qui pourraient reconnaître différentes bactéries. Donc, c'est comme ça qu'on peut les détecter, les dénombrer. Le cycle de vie, en fonction du bactériophage, on peut avoir deux types. Si vous regardez l'image de droite, ce qu'on appelle les phages tempérés qui vont faire un cycle lysogénique. Si vous vous rappelez, dans la diapo précédente, là, on avait donné deux exemples de bactériophages et il y avait entre autres le bactériophage lambda. Le bactériophage lambda est un bactériophage qui fait un cycle lysogénique. Ce que ça veut dire, c'est que le bactériophage va faire entrer son génome dans la bactérie, mais il ne va pas détruire la bactérie immédiatement. Il va insérer son génome dans le génome bactérien. La bactérie va continuer son cycle de vie, va se diviser, et en se divisant, elle fera des copies du génome du phage lambda, et chacune des cellules filles recevra une copie de ce génome-là. Éventuellement, le génome viral sera activé et des phages seront produits, ce qui mènera à la destruction de la bactérie. Mais si on regarde les cycles lytiques, ce sont des bactériophages qui, dès qu'ils insèrent leur génome dans la bactérie, le processus de multiplication des phages sera enclenché et quand il y aura suffisamment de bactériophages, et ces bactériophages-là aussi libèrent des enzymes qui vont perforer la membrane de la bactérie, donc éventuellement ces bactériophages-là vont pouvoir sortir et une bactérie infectée par un bactériophage peut en produire des milliers. Donc, ce sont 1000 autres bactéries de la même espèce qui pourraient être infectées et détruites par la suite. Donc, cycle lytique, dès que le bactériophage insère son génome dans la bactérie fabrique les phages et éventuellement elle meurt. Mais cycle lysogénique, le bactériophage insère son génome dans le génome de la bactérie. La bactérie poursuit son cycle de vie normal comme si de rien n'était, mais éventuellement, il peut y avoir activation du génome viral et éventuellement destruction de la bactérie. Mais ce n'est pas au départ la destruction, ça prend un certain temps. Maintenant, les bactériophages, donc on sait ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire, mais quels sont les problèmes qui peuvent être liés aux bactériophages? Eh bien, il faut s'imaginer que si vous travaillez dans une industrie où l'on dépend des bactéries, où on a besoin des bactéries pour produire quelque chose, donc le meilleur exemple, c'est l'industrie laitière. Donc, vous avez des bactéries pour produire du yogourt ou du yaourt et produire du fromage. Eh bien, si vos bactéries essentielles sont attaquées par des bactériophages, eh bien, il y aura répercussion sur la qualité du produit et ça peut entraîner des pertes économiques substantielles. Donc, au niveau de l'industrie laitière, pour la production de yogourt ou de fromage, la présence de bactériophages peut être très néfaste. Je vous montre un petit article scientifique pour ceux et celles qui pourraient être intéressés par la chose. Donc, c'est un article en anglais. Vous avez l'adresse en haut de la page, donc je vous invite à mettre pause sur la vidéo et le prendre en note si ça vous intéresse. C'est un article qui est en anglais, mais ça résume un petit peu tous les défis auxquels feront face les industries laitières quant aux bactériophages, comment on peut éviter ou traiter les problèmes qui surviennent. Et je veux quand même glisser un mot sur quelque chose d'important, une découverte
relativement récente là, en sciences, qui est en partie due aux bactériophages et on va dire un petit peu à l'industrie laitière, c'est qu'on a découvert un système qui s'appelle CRISPR-Cas9 ou Cas9. CRISPR, okay, c'est un acronyme pour Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, donc des petites séquences répétées palindromiques. Palindromique, c'est qu'on peut les lire dans un sens ou dans l'autre. Un exemple, la ville de Laval au Québec, c'est un palindrome, donc je peux le lire comme ça et comme ça. Ça va être le même mot. Donc, c'est un peu le même principe. Ces séquences palindromiques-là, okay, les CRISPR, on en connaissait l'existence depuis les années 80. Donc, il y a un scientifique, je crois que c'est japonais, qui avait découvert ces séquences-là, mais on ne savait pas trop à quoi elles servaient. Éventuellement, on a réalisé que les séquences comme telles, on le voit dans l'image à droite, donc on a un virus qui est ici, il infecte une bactérie, donc mon bactériophage infecte la bactérie, et certaines des séquences génétiques du bactériophage vont venir s'insérer dans le génome bactérien. Et là, on voit que la bactérie qui est ici, elle a reçu la visite de plusieurs bactériophages et elle a gardé l'information génétique, du moins des segments de ces phages-là, dans son génome. Et ce qu'elle va faire, elle va prendre la séquence provenant du phage, elle va en faire un ARN et elle va l'insérer dans une enzyme, Cas9. Et cette enzyme-là, avec le petit bout d'ARN provenant du bactériophage, ça va agir un petit peu comme système immunitaire pour la bactérie. Parce que ces enzymes-là, ou cette enzyme-là, Cas9 avec l'insert d'ARN, vont reconnaître d'éventuelles infections virales ou à bactériophage et, un peu comme des ciseaux, okay, vont venir détruire le génome du bactériophage avant que le bactériophage puisse s'activer et entraîner la destruction de la bactérie. Donc, c'est en travaillant avec les bactéries du yogourt pour essayer de déterminer comment on pouvait, disons, mieux protéger les cultures bactériennes face aux bactériophages qu'on a découvert ça. Et là, ce n'est pas juste important ou intéressant pour l'industrie laitière. Cette découverte-là de CRISPR-Cas9 est devenue un outil majeur en biologie moléculaire, en biotechnologie. C'est devenu un outil d'ingénierie génétique. Donc, avec ces petits ciseaux moléculaires-là, on est capable maintenant de couper avec beaucoup plus de précision le génome de n'importe quel organisme qui nous intéresse, incluant l'humain. Donc, là, il y a des considérations éthiques, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur CRISPR-Cas9, c'est passionnant là, comme découverte. Les aspects positifs maintenant des bactériophages, je dois dire, si je fais un petit retour en arrière, que la découverte de CRISPR-Cas9 est une découverte positive, même si, à la base, on parlait d'un problème dans l'industrie laitière là, dû aux bactériophages. Mais d'autres aspects positifs des bactériophages, eh bien, c'est leur utilisation comme agent antimicrobien. Depuis les années, on va dire 1940 environ, l'être humain utilise les antibiotiques. Donc, on a découvert que certains mycètes, donc certaines moisissures, ou certaines bactéries même, ça semble paradoxal, mais certaines bactéries et certaines moisissures produisent des substances qui ont un effet contre d'autres bactéries. En découvrant ces substances-là, on a découvert un outil puissant pour se guérir d'infections bactériennes. Mais là, ce qui arrive avec le temps, c'est que les infections bactériennes deviennent de plus en plus résistantes à ces antimicrobiens-là. Et là, je fais une parenthèse. J'ai dit que les antibiotiques avaient été découverts, disons, ou commercialisés dans les années 40, mais il faut comprendre que les bactériophages, on travaillait déjà avec ces micro-organismes-là pour tuer des bactéries. Donc, dans les années 1920, donc il y a de cela 100 ans environ, on prenait des bactériophages pour traiter des infections bactériennes. Mais avec l'avènement des antibiotiques, ce qu'on a fait, ou ce qu'on a réalisé, je devrais dire, c'est que c'était beaucoup plus facile à produire et que ça avait un spectre d'action beaucoup plus large. Donc, un même antibiotique pouvait tuer plusieurs bactéries différentes,
tandis que les bactériophages, eh bien, ils sont beaucoup plus spécifiques à une bactérie en particulier. Donc, c'était beaucoup plus compliqué de travailler avec eux. Mais quand on a découvert les antibiotiques, on a mis la recherche sur les bactériophages de côté et on a mis l'accent sur les antibiotiques, mais de plus en plus, donc avec la résistance bactérienne aux antibiotiques, on fait un retour vers les bactériophages. Juste vous montrer un petit peu l'implication des antibiotiques. Donc, par exemple, dans notre corps, on pourrait avoir plein de bactéries. Donc, si on regarde l'image en haut à droite, vous avez plein de bactéries, puis de façon aléatoire, certaines bactéries subissent une mutation et deviennent résistantes aux antibiotiques. Tant et aussi longtemps que je ne prends pas d'antibiotiques, ça ne change rien. Mais si, par exemple, j'ai une pneumonie, je prends des antibiotiques, oui, je vais tuer les bactéries, du moins j'espère tuer les bactéries dans mes poumons, dans mes voies respiratoires, mais ça va aussi tuer toutes les bactéries saines de mon corps, parce que des bactéries, il y en a des formidables, il y en a qui nous aident dans notre tube digestif, entre autres, mais quand je prends un antibiotique, je tue les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et là, ce qui va arriver, c'est que si parmi ces millions de bactéries, ou même milliards de bactéries-là, dans mon corps, il y en avait quelques-unes qui étaient, on va dire, spontanément résistantes aux antibiotiques, eh bien, celles-là vont survivre, toutes les autres qui sont sensibles vont mourir, et éventuellement, celles qui sont résistantes vont se multiplier et éventuellement devenir les bactéries dominantes. Si ces bactéries-là sont problématiques, eh bien, éventuellement, on va avoir de plus en plus de difficultés à les éliminer par des antibiotiques conventionnels. Donc, c'est pour ça que les bactériophages sont intéressants. Et là, on pourrait se demander, eh bien, est-ce que les bactéries pourraient développer une résistance aux bactériophages? Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Parce que là, on parle de deux entités biologiques, donc les bactéries et des bactériophages. Et ces deux entités biologiques-là, elles se font la lutte depuis des millénaires. Donc, elles sont habituées, ces deux entités-là, de lutter l'une contre l'autre. Donc, les bactéries vont développer des systèmes CRISPR-Cas pour détruire les bactériophages. Les bactériophages vont évoluer, vont changer leur génome pour ne plus être reconnus par ces mêmes enzymes-là. Donc, elles ont, les entités biologiques, évolué comme celle-là. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour les bactéries de devenir résistantes aux bactériophages que ce qu'elles peuvent faire contre des substances chimiques, donc des antibiotiques. Autre aspect positif des bactériophages, c'est l'équilibre qu'elles procurent dans un écosystème. Donc, s'il n'y avait pas de bactériophages, on serait envahi de bactéries, ça serait épouvantable. Donc, les bactériophages vont tuer des bactéries. Il y a une statistique intéressante qui existe, c'est qu'à chaque jour, 40% des bactéries présentes dans les océans sont tuées par des bactériophages. À chaque jour. Mais on s'entend que le 60% qui reste se multiplie des dizaines de fois par jour. Donc, il y a toujours cette espèce de compétition-là entre les bactériophages et les bactéries, mais il y a une espèce de renouvellement qui se fait. Donc, si du jour au lendemain, il n'y avait plus de bactériophages, mais les bactéries pourraient proliférer jusqu'à saturation, on va le dire comme ça. Mais au niveau de l'écosystème, donc les bactériophages vont éliminer les bactéries. Je vous montre aussi deux articles scientifiques intéressants. Donc, sur les bactériophages et leur utilisation en phagothérapie, donc l'utilisation des bactériophages pour tuer des bactéries. Cet article-là, intéressant, il est en français, donc je vous invite à aller le lire. Et un autre document pertinent, toujours en français. Donc, voici le document, les applications antibactériennes des bactériophages. Donc, vous pouvez encore une fois prendre en note le lien qui est ici. Très détaillé, super bien fait. Donc, si vous voulez plus d'informations sur l'aspect vraiment phagothérapie des bactériophages, vous pourrez aller y jeter un œil, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'était mes petites explications sur les bactériophages. J'espère que vous avez apprécié et appris un truc ou deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fait plaisir de vous répondre. Bonne journée.